Salut à tous, ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo pour parler d'autres technos que les technos orientés crypto IoT. Donc ça fait plaisir de vous parler ce coup-ci d'une technologie qui me plaît beaucoup, qui est une technologie qui est française et une technologie qui voit loin. Waouh, super blague, puisqu'il s'agit de Kineis. Et Kineis, eh bien, c'est une solution de télécom IoT par satellite. Alors on va découvrir un petit peu plus déjà ce en quoi le satellite est intéressant dans l'IoT, ce qu'est Kineis et puis grosso modo comment ça fonctionne et quelles sont les perspectives dans ce petit moment de vidéo qu'on a ensemble. Vous retrouverez aussi pas mal d'informations sur mon site, j'ai 2 articles de blog qui parlent de Kineis, un qui a une description assez globale et puis un autre qui est plutôt dans la pratique et vous pourrez trouver sur cet article de blog comment envoyer les premières trames sur Kineis et ce qu'on peut faire en termes de géolocalisation, ce dont je parlerai un petit peu par la suite. Bon, mais tout d'abord, il faut comprendre quel est l'intérêt de l'IoT par satellite et puis qu'est-ce que Kineis nous apporte de nouveau. Parce qu'en effet, vous avez sans doute entendu parler de l'Internet par satellite, des constellations Iridium, de la solution mise en place par Facebook ou mise en place par d'autres grands acteurs. Voilà, et vous pouvez vous dire, mais à quoi ça sert d'avoir un acteur supplémentaire, qui plus est, peut-être une boîte un peu moins grosse que ce que je viens de citer précédemment. Alors en fait, il faut bien comprendre que l'Internet par satellite, ce n'est pas l'IoT par satellite. C'est-à-dire que quand on fait de l'Internet par satellite avec des flottes qui permettent de faire du haut débit, on a aussi besoin d'une infrastructure au sol pour recevoir ou pour émettre des données vers ces constellations qui soient globalement costauds. C'est-à-dire que par exemple, il faut avoir des systèmes avec des paraboles qui vont traquer les satellites pour arriver toujours à les pointer et avoir un maximum de débit. Il va falloir avoir une puissance d'émission qui va être relativement importante et une puissance de calcul pour faire la réception qui va elle aussi être importante. Donc ça c'est très bien pour avoir de l'Internet partout dans le monde, mais c'est pas vraiment adapté à l'Internet des objets où ce que l'on va chercher c'est à être très économe en énergie, réduire les coûts et arriver dans n'importe quelle situation, à n'importe quel endroit, à émettre très simplement un message. Donc ça c'est vraiment l'objectif de l'IoT, l'Internet des objets par satellite, que d'arriver à répondre à ces besoins-là. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs acteurs qui se sont lancés. Alors il y en a plein en fait finalement dans le monde. Moi je vais parler des acteurs un peu plus européens qu'on connaît ici mais qui ont tous une couverture mondiale. On a par exemple Lacuna Space qui utilise la technologie LoRaWAN pour communiquer vers des satellites et qui a déjà lancé 5 satellites aujourd'hui. On a Sigfox qui a annoncé aussi faire des essais sur le satellite et a vu son satellite Léo décoller il n'y a pas très longtemps. Et puis on a Kineis qui est en place. Mais ce qui est intéressant avec Kineis, c'est qu'ils sont en place non pas depuis quelques années, mais en fait ils sont en place depuis 1978. C'est-à-dire que les mecs qui faisaient de l'IoT par satellite, qu'on ne savait même pas que l'IoT ça existait à cette époque, c'est pour vous dire. Donc ils ont plutôt une certaine expérience dans le domaine. Alors c'est bizarre de se dire mais pourquoi est-ce qu'on parle d'eux maintenant alors qu'en fait ils existent depuis des années. En fait vous connaissez tous Kineis. Vous avez tous entendu parler parce que comme moi vous avez dû voir quelques épisodes du commandant Cousteau et souvent vous avez entendu parler des balises Argos. Voilà, ces balises qui permettent de retrouver des gens dans des bateaux qui sont perdus au milieu de l'océan ou de suivre par exemple des dauphins ou des oiseaux ou ce genre de choses. Et bien en fait Kineis, c'est une déclinaison commerciale on va dire de ce qui préexistait qui s'appelle Argos et qui va donc nous permettre d'avoir un accès à Internet des objets. Mais ce n'est pas seulement Argos, c'est-à-dire que l'intérêt de Kineis, c'est que ça marche dès aujourd'hui, parce que la flotte Argos, elle est déjà en place, et parce que la flotte Argos, depuis 1978, elle fonctionne. Donc grosso modo, si on part sur Kineis, on n'est pas en train d'être un bêta-testeur d'un truc un petit peu nouveau, qu'on ne sait pas si ça va marcher et comment. On est en train de partir sur quelque chose qui a déjà une grosse expérience derrière lui. Alors aujourd'hui, Kineis, c'est 8 satellites avec Argos qui sont en place. 8 satellites, c'est pas mal et en même temps, c'est pas suffisant pour avoir un taux de revisite qui soit très très fréquent. C'est pour ça que Kineis, en fait, contrairement, on va dire, la différence entre un peu Argos et Kineis, c'est Kineis, en fait, a levé des fonds relativement importants en 2020, 100 millions d'euros, c'est pas rien du tout, pour aller gonfler cette constellation et passer de 8 satellites à 8 satellites, plus 25 nouveaux satellites qui vont aller dans l'espace. Alors un autre petit truc qu'il faut savoir qui est important, c'est que le nombre de satellites ou les satellites, c'est pas le seul élément qui soit important dans une flotte satellitaire. L'autre élément qui est aussi important, c'est les stations de base, c'est-à-dire celles qui vont recevoir les communications qui viennent des satellites. Parce que finalement, globalement, on a un objet qui est au milieu du désert. Ouais, c'est ça l'intérêt de l'IoT par satellite, c'est de pouvoir avoir des objets au milieu des déserts, au fin fond des vallées, au sommet des montagnes, qui puissent avoir du réseau, et ça n'importe où dans le monde, sans avoir à se poser de questions de roaming, de fréquence
fréquences et compagnie. Donc ça, c'est le truc qui est plutôt top. Donc on a cet objet qui est perdu dans la pampa et qui est en train d'émettre un message et qui va l'envoyer vers le ciel où il va être reçu par un satellite de la flotte. Et ce satellite de la flotte, il va falloir qu'il redescende l'information jusqu'à nos serveurs qui vont traiter ce message-là. Et ces satellites-là, pour redescendre l'information, ils ont besoin d'avoir une station au sol qui va pouvoir la recevoir. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir un réseau de stations au sol qui soit pertinent et important, parce que si vous n'avez pas ce réseau-là, eh bien vous allez avoir un bon petit moment entre le moment où le satellite va recevoir l'information, va pouvoir la redescendre au sol lorsqu'il passera au-dessus de cette station de base. Donc plus il y en a, et mieux c'est. Du coup, dans la levée de fonds qu'a fait Kinéis, il y a plusieurs éléments. Il y a de quoi créer les satellites, il y a de quoi envoyer les satellites dans l'espace, et puis il y a de quoi améliorer le réseau de stations de base, puisque l'avantage aussi, encore une fois, d'avoir un système qui est préexistant depuis de nombreuses années, c'est qu'il y a déjà un réseau de stations de base qui est quand même très développé, mais là, il va être encore renforcé. Alors, vous voyez, tous ces éléments, ça fait de Kinéis une solution qui est plutôt cool pour l'avenir, et on n'est pas en train de parler de très long terme, puisque nos 25 satellites supplémentaires, ils doivent être en place en 2023, c'est-à-dire grosso modo pratiquement demain, puisque quand on démarre un projet IoT, le temps de vraiment commencer à le déployer, il faut 18 mois. Donc si vous commencez vos projets aujourd'hui, grosso modo, quand vous allez déployer sur le terrain, vous allez pratiquement bénéficier tout de suite de cette grande flotte qui va vous permettre d'avoir une couverture globale avec un taux de repassage très fréquent et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors les satellites de Kinéis, sont des satellites qui tournent en fait autour du globe, qui vont du pôle Nord au pôle Sud. Voilà, et qui vont comme ça faire le tour de la planète un certain nombre de fois, ce qui fait qu'ils vont forcément passer, puisque la Terre tourne sur elle-même, ils vont toujours passer à tous les endroits de la planète. Donc ça c'est assez intéressant, ça veut dire que de la façon dont c'est construit, il n'y a pas de zone blanche, c'est bien l'intégralité de la planète qui va être couverte, et après, comme la planète est à peu près ronde, il y a des endroits où ça passera de façon un petit peu plus fréquente, on va dire vers les pôles, et puis des endroits où ça passera un petit peu moins fréquemment autour de l'équateur, ça fait quelques petites variations, mais globalement, on va avoir un temps de revisite qui va être assez court avec la constellation complète de satellites, puisque l'objectif, en fait, c'est d'avoir grosso modo un temps de revisite moyen autour de 15 minutes. Ce qui veut dire que toutes les 15 minutes, un device pourra émettre un message, et ce message pourra donc être reçu par le système. Donc ça, c'est plutôt cool. Il faut savoir que grosso modo, la fenêtre de passage d'un satellite, elle est entre 10 et 12 minutes. Voilà, donc ce qui veut dire que l'idée, c'est que finalement, dans la situation cible, si on a un passage à peu près toutes les 15 minutes et que ce passage dure entre 10-12 minutes, on puisse pratiquement tout le temps émettre un message sans avoir à se poser trop de questions. Et ça, c'est plutôt intéressant. Parce qu'aujourd'hui, avec 8 satellites, donc qui ont un temps, une fenêtre de passage de 10-12 minutes, on n'a pas des satellites qui passent tout le temps au-dessus de nous, et donc par conséquent, il faut prendre rendez-vous. Alors soit on émet très régulièrement et puis plein de fois la même information, et grosso modo, il y a un satellite qui va finir par passer et la recevoir, ça peut être une stratégie qui marche bien, soit il va falloir qu'on embarque à l'intérieur de l'objet les informations sur les horaires prévus de passage des satellites, de façon à émettre au bon moment. Ça peut amener un petit peu de complexité dans les développements, mais on va dire que ça va être gommé avec la constellation cible qui va être mise en place. Et donc, comme je disais, si on démarre un projet maintenant pour un déploiement d'ici 18-24 mois, grosso modo, on peut arriver à se satisfaire tout à fait d'une situation temporaire un petit peu plus compliquée à traiter. D'un point de vue technologique, on est sur une émission radio qui va se passer sur la fréquence des 400 MHz. Donc c'est la même fréquence qui va être utilisée partout dans le monde. Cette fréquence-là, en fait, ça fait longtemps qu'elle est utilisée. On va dire qu'elle est autorisée partout dans le monde. C'est une fréquence qui était justement réservée à la partie Argos, avec des applications pas mal autour de la recherche. Donc cette fréquence de 400 MHz, on va avoir dessus des modulations qui sont plutôt assez fines, assez étroites, de type narrowband dessus, et qui vont permettre des communications qui sont très bas débit. Encore une fois, l'opposition entre l'accès Internet haut débit et puis l'accès IoT bas débit, mais aussi
faible consommation d'énergie associée à ça. Alors quand on parle de bas débit, on va avoir plusieurs approches. On a une approche vraiment low power, où on va pouvoir émettre vers les satellites avec 100 milliwatts. Donc 100 milliwatts, c'est vraiment pas grand-chose pour toucher du satellite. Et sur lesquels on va avoir des débits qui vont être autour de 200 bits par seconde, 200-400 bits par seconde, grosso modo, dans ces basses consommations d'énergie. Par contre, si on a besoin de transmettre un petit peu plus rapidement, on pourra monter à peu près 4 kilobits de bande passante, mais là il va falloir émettre avec un peu plus de puissance, on va pouvoir émettre jusqu'à 2 watts. Donc vous voyez qu'on a une gamme en fait à la fois de puissance d'émission qui va être entre 100 milliwatts quand on veut vraiment économiser de la batterie jusqu'à 2 watts quand on a envie de faire du débit, et les débits qui vont être en 200 bits par seconde jusqu'à 4000 et quelques 4600 je crois bits par seconde dans la communication pour envoyer un petit peu plus de données. Mais encore une fois, hein, l'objectif de l'IoT, c'est pas d'envoyer beaucoup de données, c'est d'envoyer plutôt régulièrement une petite information qui va vraiment avoir du sens par rapport à ce que l'on fait. Et donc, des communications comme on a sur Sigfox à 100 bits par seconde ont bien démontré leur capacité à traiter de nombreux cas industriels. Donc, on n'a aucun souci à imaginer avec du 200 bits par seconde qu'on va pouvoir trouver sur cette solution-là. Alors d'un point de vue device, ce qui est aussi intéressant sur Kineis, c'est que comme c'est pas quelque chose de nouveau, en fait, il y a déjà une grosse flotte de devices qui tournent sur le système. Il y a aujourd'hui, je crois, 22 000 à peu près objets qui sont connectés avec Kineis, dont quelque chose comme 8000 oiseaux, je crois. Voilà, il faut voir que le système a été vraiment utilisé pour des recherches scientifiques dans un premier temps et pendant pas mal d'années. Et moi, je trouve ça absolument passionnant de se dire que c'est des trackers qui sont montés sur les oiseaux. On arrive pour, je crois que c'est moins de 50 grammes, à équiper un oiseau d'un système de géolocalisation par satellite qui permet comme ça de suivre les flux migratoires avec un système d'alimentation par énergie solaire et ainsi de suite. Donc vous voyez que si on arrive à faire ça sur des oiseaux, d'un point de vue industriel, on peut faire des choses particulièrement intéressantes sur des applications de géotracking, voilà, qui sont des applications qu'on trouve beaucoup en supply chain aujourd'hui. Donc là vous pouvez imaginer un système de tracking qui puisse fonctionner vraiment n'importe où dans le monde. On a vu pas mal de solutions de tracking qui se faisaient sur des containers par exemple pour suivre des bateaux. Aujourd'hui ces solutions-là, elles permettent surtout de savoir si on se rapproche des côtes. Là on pourrait avoir l'information en plein milieu de la mer en étant complètement indépendant des systèmes qui équipent aujourd'hui les bateaux. Alors il y a des questions pour les antennes et ainsi de suite parce que ce ne sera pas forcément évident d'émettre pour un satellite depuis l'intérieur d'un conteneur par exemple, mais en équipant un peu les choses, on peut imaginer des solutions assez intéressantes et assez innovantes de ce point de vue-là par exemple. Donc je vous ai dit qu'il y avait déjà pas mal d'objets qui étaient en place, ce qui veut dire qu'il y a quand même aussi une certaine maîtrise industrielle de la solution et des technologies de communication qui sont derrière. Donc ça c'est plutôt un plus qui garantit qu'en fait, grosso modo, si on démarre un projet industriel avec ces solutions-là, on ne part pas dans l'inconnu et encore une fois on ne part pas dans l'expérimental, ce qui est plutôt bon à prendre pour démarrer, pour le succès d'un projet IoT en général. D'un point de vue prix, eh bien, on est sur quelque chose qui est aussi assez intéressant. On est forcément plus cher que de l'Internet terrestre, pour une raison de toute façon qui est très simple, c'est qu'on ne pourra jamais avoir autant de devices qui communiquent vers des satellites qu'on peut avoir de devices qui communiquent au sol, tout simplement parce qu'on aura forcément des collisions qui deviendraient trop importantes au niveau de la réception spatiale, puisque une zone de couverture par un satellite, c'est plutôt 5000 km de rayon. Donc une cellule couvre 5000 km de rayon, et donc tous les objets qui sont dans ce rayon-là, dans cette zone de couverture-là, sont susceptibles d'envoyer des messages en même temps vers le satellite, alors que sur un réseau terrestre, eh bien, on va avoir des objets qui vont plutôt être sur une zone qui a un rayon de 15 à 60 km, et donc par conséquent, la densité d'objets va être forcément plus faible sur cette partie-là, avec un risque de collision qui est globalement moindre. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que la scalabilité dans l'espace n'est pas la même que la scalabilité au sol, et donc par conséquent, même si quelque part les réseaux coûtent sans doute à peu près le même prix, parce que plus cher à envoyer, plus cher à maintenir, mais beaucoup moins d'équipements à avoir, eh bien il va falloir avoir un prix par objet de communication qui soit globalement supérieur dans l'espace par rapport à ce qu'on a sur Terre pour arriver à trouver un équilibre. Bon, ça c'est un peu pour l'approche macro de comment ça fonctionne. Résultat, on est sur des choses qui sont un peu plus chères, mais malgré tout, on est
pas du tout dans les prix de l'internet par satellite qu'on peut avoir, puisque globalement sur Kineis on va parler de coûts d'abonnement mensuels qui sont entre 1 et 10 euros, ce qui fait que finalement c'est plus cher que ce qu'on va trouver sur le terrestre, qui en général est 1 à 10 euros par an, mais ça reste quand même très abordable pour répondre à des questions très spécifiques de cas d'usage sur lesquels il n'y a pas d'infrastructure existante, et le fait de mettre l'infrastructure en place pourrait être absolument rédhibitoire pour le ROI du projet. Donc ça reste globalement assez raisonnable. Il y a l'aspect composants électroniques. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est un peu plus chère, on va dire, que ce qu'on trouve de façon classique au niveau de terrestre, puisque les modules qui permettent d'émettre sont autour de 30 euros aujourd'hui. Mais encore une fois, il faut avoir en tête qu'il y a peu d'applications industrielles déployées à ce jour, et par conséquent, eh ben, le volume de fabrication de ces modules-là reste assez faible, et ce qui implique des coûts qui sont aujourd'hui supérieurs. Et donc on peut s'attendre finalement que ça ressemble aujourd'hui à ce qu'on avait connu sur Sigfox ou sur LoRaWAN au lancement de ces technologies-là, c'est-à-dire qu'on était sur des choses qui étaient entre 15 et 30 euros grosso modo, et puis aujourd'hui on est sur des modules qui sont sur du 1 ou 2 dollars grosso modo sur ces technos, donc on peut s'attendre que sur l'aspect satellitaire, on ait aussi une baisse qui sera peut-être un peu moins importante, mais qui va quand même être relativement conséquente pour permettre d'arriver à avoir une production d'objets qui soit peu excessive par rapport à ce qu'on fait sur d'autres technos. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont assez prometteuses. Déjà il n'y a rien de rédhibitoire aujourd'hui parce qu'on est plutôt sur des trucs assez raisonnables, mais du coup c'est assez prometteur en termes d'évolution dans l'avenir par rapport à le point de départ sur lequel on est à ce jour. Le dernier petit point par lequel je voulais finir et que je trouve absolument génial sur cette technologie Kineis, c'est la possibilité d'avoir une localisation par le réseau. Alors on a l'habitude d'avoir des localisations par le réseau, par exemple sur Sigfox, avec des bonnes technos qui marchent par triangulation et qui permettent d'avoir des précisions de l'ordre de 1 km à 10 km, grosso modo, selon à peu près la zone géographique sur laquelle on est. C'est-à-dire plutôt si on est en urbain ou si on est en urbain, grosso modo, on arrive à avoir des précisions de cet ordre-là. Et sur Kineis, on arrive à avoir une précision qui peut être sacrément bonne, puisque dans le meilleur des cas, on arrive à descendre à 250 mètres de précision, ce qui est plutôt carrément impressionnant. Et parce que ça, en plus, c'est pas quel que soit l'endroit où on est dans le monde, c'est-à-dire qu'on soit en ville ou qu'on soit complètement perdu au milieu d'un champ ou d'un désert ou même de l'océan, on peut atteindre ce niveau de précision. Alors pour l'atteindre, eh bien, il faut quelques conditions un petit peu particulières, tout simplement parce que la localisation, elle fonctionne sur ce qu'on appelle l'effet de Doppler. Alors l'effet Doppler, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est ce qu'on communément on l'explique par le changement du bruit de la voiture quand elle passe, qu'elle s'approche de vous et qu'elle s'en va. Voilà, vous savez, un changement de la fréquence du son qui est lié en fait à la vitesse à laquelle la voiture se déplace par rapport à vous. Et donc finalement ce changement de fréquence qui est lié à la vitesse de rapprochement et d'éloignement, eh bien on va s'en servir dans le cadre d'une flotte satellitaire pour arriver à identifier quelle est la position de l'objet qui est en dessous. En gros, quand l'objet va émettre, lui va émettre à une fréquence qui est constante, mais comme le satellite, lui, est en train de se déplacer très vite, eh bien, il va recevoir le message sur des fréquences qui vont être différentes en fonction du moment où il se rapproche et du moment où il s'éloigne de l'objet. Donc s'il a des émissions qui sont avant le passage du satellite, pendant le passage du satellite, après le passage du satellite, donc si on arrive à avoir 4 émissions bien centrées, 2 avant le passage au-dessus et 2 après le passage au-dessus, on est dans les conditions optimales qui permettent d'avoir un calcul de positionnement qui va être précis jusqu'à 250 mètres. Donc ça c'est vraiment top parce que 250 mètres ça vous permet vraiment de savoir où est l'objet. C'est-à-dire si, je sais pas, si vous faites du retail par exemple et vous voulez savoir dans quel grand magasin l'objet est ou le conteneur est, eh bien vous pourrez le faire avec 250 mètres de précision. Donc c'est un truc complètement fou et ça ne demande aucun GPS ou quoi que ce soit. D'accord, c'est juste le module d'émission qui tout seul va arriver à envoyer l'information qui permettra à la flotte de satellites de calculer une position précise. Alors après, bien sûr, le best case, on ne l'a pas tout le temps. Donc en fonction du nombre de trames qui vont être reçues pendant le passage du satellite, en fonction de si elles sont tout avant, tout après, ou une devant, 3 après, ainsi de suite, en fonction de s'il y en a qui sont perdus ou pas, eh bien on va avoir une position qui est plus ou moins précise, et on va pouvoir avoir une variation de cette position qui peut monter jusqu'à plusieurs kilomètres, bien entendu, mais ce qui reste malgré tout super intéressant, quand on est sur le suivi, par exemple, d'un produit ou d'un container qui se déplace, je sais pas,
pas, du nord de l'Europe jusqu'au sud de l'Afrique par exemple, eh bien on pourra avoir le suivi de tout ce déplacement tout au long de son parcours, même avec une précision de quelques kilomètres, ça restera quand même très intéressant pour pouvoir le suivre en temps réel, et ce, quel que soit l'endroit où il est, et ça c'est plutôt carrément excellent. Donc ça c'est la feature qui m'a bien plu. Vous trouverez un article de blog qui est paru sur mon site et qui vous donne plus de détails sur les tests que j'ai pu réaliser. Vous verrez quand l'objet se déplace, on a un peu de perte de précision, mais globalement sur les objets qui sont à l'arrêt, on a un truc qui est plutôt assez exceptionnel. Bon voilà, j'espère que vous avez appris des trucs assez intéressants sur Kineis. Moi, je me suis éclaté à tester cette techno-là. Je pense que je vais continuer un peu à bosser dessus, même si j'ai pas perso un tas de use cases à implémenter sur cette techno. Mais malgré tout, je la trouve vraiment passionnante. Déjà, moi, je me suis éclaté à essayer de regarder les satellites, de voir quand est-ce qu'ils allaient passer et compagnie. C'est vraiment génial de se dire que où qu'on soit, ça puisse communiquer. Et puis franchement, ce que j'ai trouvé vraiment cool aussi, c'est que la prise en main avec le kit de développement qui est sur une base, qui a en fait un module, un modem qui vient se connecter par exemple à un Arduino, bah, sa prise en main elle est vraiment ultra rapide, et donc en fait en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes, on va dire, on peut émettre sa première trame vers les satellites et on peut commencer à recevoir les données, on peut commencer à apprendre sur la techno, on peut commencer à faire un POC en fait assez simplement avec cette petite carte et puis un Arduino, et ça c'est vraiment cool pour tester des cas d'usage. Et puis bah, imaginez en fait industriellement parlant comment est-ce qu'on peut innover avec cette technologie là, et puis comment est-ce qu'on peut bah, pour l'entreprise en fait transformer nos modes de fonctionnement grâce à cette technologie innovante qui est en train d'arriver, qui va beaucoup grossir, et puis franchement qui d'ici 2023 devrait vraiment cartonner.